Donc, ma dernière étude, c'est sur la formation des enseignants en Algérie, voilà, qui vient de terminer au mois d'avril avec la Banque mondiale et l'UNESCO. Donc, comment dire, pour commencer, moi je ne suis pas venu ici pour professer ou faire un cours sur les indicateurs. Pourquoi cette conférence? Parce que, comme vous avez pu le constater, je travaille avec des institutions internationales et nationales aussi, l'INES, l'Institut national des stratégies globales par exemple, etc. Souvent on m'envoie des documents pour que je donne mon avis sur ces documents. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des confusions énormes sur les indicateurs. Les gens confondent des taux de scolarisation, des termes qu'ils utilisent, etc. Donc, sur cette base-là, j'ai proposé, par l'intermédiaire de Mme Benama, pour savoir si le CRAS serait intéressé pour qu'on puisse développer les concepts des indicateurs et de donner leur sens, à quoi ils servent, pourquoi on les utilise. On ne fait pas un indicateur pour le plaisir de faire un indicateur. Pour un indicateur, ce n'est pas quelque chose qui s'invente comme ça, du jour au lendemain. Elle est basée sur la base de normes. Les normes, quoi? C'est des objectifs visés par le ministère de l'Éducation nationale. Il a l'intention de faire quoi? Il fixe des objectifs. Toutes les filles et tous les garçons doivent être scolarisés. C'est un objectif. Et donc, il faudrait trouver un indicateur pour vérifier si cette déclaration est vraie ou n'est pas vraie. Est-ce que ce qu'il a dit est fait? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? C'est pas comme ceux qui parlent et qui ne font absolument rien. Donc, voilà. Et en plus, ce que je vais vous présenter, c'est aussi le résultat d'une étude qui a été faite pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de l'UNICEF, dans le cadre des accords UNICEF-Ministère de l'Éducation nationale. Le ministère avait demandé de tenter d'évaluer le système, de manière les rendements internes du système éducatif. Donc, comment ça se passe? D'une manière générale, on fait l'UNICEF, le ministère de l'Éducation, lance des avis pour trouver des chercheurs. Donc, chaque chercheur ou quoi, il présente son CV. Il y a un tri dans les CV et on retient une personne. Donc j'ai été retenu et j'ai formé un groupe de travail avec des gens que vous connaissez certainement, M. Boussina Mahmoud, M. Tiliwoun Habib ici d'Oran, d'autres collègues, un ancien inspecteur, M. Boulouina, qui était très connu pour sa probité, son travail, son sérieux, etc. Et d'autres collègues. Donc on était un groupe de 10 personnes que je pilotais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenté de chercher à travers toute la documentation possible, les textes officiels, les documents, etc., aussi bien du ministère de l'Éducation nationale qu'à l'échelle nationale, et surtout entre les conventions internationales entre les pays. Donc, on a fait des grilles de lecture pour identifier ces normes. Et ces normes ont été classées par catégorie. Nous avons la première, c'était l'accès au programme d'éveil et d'éducation de la petite enfance. Le deuxième, c'était la scolarisation. Le troisième, c'était les conditions d'accueil des élèves. Le quatrième, c'était l'encadrement pédagogique. Le cinquième, c'est l'efficacité du processus éducatif. Le sixième, qu'est-ce que c'est que les acquis scolaires et comment les évaluer. L'alphabétisation, l'appui à la scolarité, le genre, les filles et les garçons, les dépenses de l'éducation. Voilà. On avait fait 10 catégories. Et on a classé maintenant ce qu'on a pu trouver comme normes dans ces catégories. Donc, il est dit, par exemple, l'éducation préscolaire regroupe les différents stades de prise en charge socio-éducative des enfants âgés de 3 à 6 ans. De 3 à 6 ans. Ça, c'est la petite enfance et le préscolaire, de manière générale. Ensuite, il y a une autre référence qu'on a trouvée dans les objectifs de l'éducation pour tous, puisque l'Algérie participe à l'éducation pour tous. Donc, développer et améliorer l'éducation de la petite enfance de 3 à 5 ans. Donc, il faut trouver un indicateur pour... Qu'est-ce qu'il veut pas?
Donc on présente d'abord les normes et ensuite on verra comment les proposer. L'âge d'entrée à l'école primaire est fixé à 6 ans rigoureux. Est-ce que tous les enfants de 6 ans sont scolarisés? Combien il y en a qui ne sont pas scolarisés? On ne prend pas ceux de 7 ans ou ceux de 5 ans, etc., mais ceux de 6 ans. On dit que l'État garantit le droit à l'enseignement à tout Algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou l'origine géographique. Est-ce que vraiment le système éducatif réalise ces choses-là? L'enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 à 16 ans révolus. Et quand on dit toutes les filles et tous les garçons, c'est tous. Les handicapés, pas handicapés, c'est clair, hein, c'est pas les enfants normaux et on va les scolariser. C'est toutes les filles et tous les garçons. On n'a pas dit tous les enfants, on a dit toutes les filles et tous les garçons. C'est-à-dire aussi bien les filles que les garçons. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ensuite, l'État veille à permettre aux enfants aux besoins spécifiques de jouir du droit d'enseignement. Le secteur de l'éducation nationale, en liaison avec les établissements hospitaliers et autres structures concernées, veille à la prise en charge pédagogique appropriée à l'intégration. Est-ce que c'est fait ou ce n'est pas fait? Comment les évaluer? Pour les conditions d'accueil, il est déclaré dans le schéma général, je vous ai toujours donné les références, le schéma directeur des développements sectoriels d'éducation à l'horizon 2025, il est dit que le nombre moyen d'élèves par enseignant est de 20 élèves pour l'éducation préparatoire. Il est de 25 élèves pour l'enseignement primaire. Il est de 18,5 élèves pour l'enseignement moyen. On n'a pas parlé de secondaire parce que la structure générale, c'est surtout le fondamental. Le nombre d'élèves par division pédagogique, c'est 20 élèves pour l'éducation préparatoire, 24 pour l'enseignement primaire et 30 pour l'enseignement moyen. C'est ce qui est déclaré dans les documents. Le rapport élèves par salle de classe pour l'éducation préparatoire et 25 élèves pour l'enseignement primaire. Et de 30 élèves pour l'enseignement moyen, si je me rappelle bien. Bon, c'est 30 élèves pour l'enseignement moyen. Voilà, et 30 pour l'enseignement moyen. Alors, la salle de classe et la division pédagogique. Bien souvent, les gens disent j'ai été dans la même classe que Flaine. J'étais dans la même classe que Aïcha, j'étais dans la même classe que Mohamed, j'étais dans la même classe. En réalité, on ne devrait pas dire ça. C'est-à-dire scientifiquement parlant. On le dit couramment dans la rue, etc. Mais on est en réalité dans la même division pédagogique. La salle de classe, c'est quoi? C'est le bâtiment, c'est les murs, la salle, le parterre, les tables, les chaises. C'est ça la salle de classe. Et la division pédagogique, c'est le groupe d'élèves qui suit le même cours, avec le même enseignant, dans le même lieu, etc. C'est un regroupement d'élèves. Donc en principe, on devrait dire que j'ai été dans la même division pédagogique que donc il ne faut pas confondre entre le nombre d'élèves par division pédagogique et le nombre d'élèves par salle de classe. Il est même précisé que pour l'Algérie, on devrait avoir un ordinateur pour 30 élèves au niveau de l'enseignement primaire. Et un élève pour 30 élèves pour l'enseignement moyen, pour l'enseignement secondaire, etc. Donc pour l'encadrement pédagogique, la formation initiale des différents corps d'enseignement est une formation universitaire. Autrefois, quand on a commencé en 1962, etc., il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait rien du tout. On prenait des gens avec le certificat d'études. Avec le niveau de 5e, de 4e, de 3e, de seconde, de terminale, etc. Les jeunes pour prendre en charge les enfants. Je suis toujours ému par ces choses-là de 1962, 63, 64, 65 jusqu'aux années 70. Quand on a pris l'indépendance, les gens sont venus avec des enfants âgés de 14 ans, 15 ans. Il faut lui trouver une place. On avait des divisions pédagogiques de 60, 70, 75 élèves. On n'avait pas les salles de classe qu'on a construites actuellement. En 62, j'ai ouvert une école à 15 km de Timouchent. J'avais à peine 20 ans. Bon, vous pouvez deviner mon âge actuellement, j'ai 74 ans. Mais je venais d'avoir tout simplement mon baccalauréat, un carré. On m'a donné une salle de classe, j'avais une salle de classe des préparateurs d'initiation, j'avais 69 enfants. Et c'était pas une salle de classe qui m'a drogué, c'était une cave
الضوء يدخل من الفوق هكا هذاك البازيستاس qu'il y avait en haut كيتصب لنا تدخل القسم. C'était une cave couloir, la lumière allumée toute la journée. Bon, je passe là-dessus, mais pour vous dire les efforts qui ont été entrepris par l'Algérie pour améliorer la situation. Et les écoles ne se trouvaient pas dans le douar, des fois même pas dans le village. Il fallait faire des kilomètres pour... etc. Donc les enseignants issus des établissements de formation spécialisés ainsi que recrutés par voie de concours subissent au cours de la période de stage un examen de titularisation comportant des épreuves pratiques et orales. Donc ça c'est le statut particulier des fonctionnaires qui déclarent ces choses-là, en accord bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale et la fonction publique. Les modalités d'organisation de titularisation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'Éducation et on trouve ces arrêtés, on peut les vérifier. Donc l'efficacité du processus éducatif. Alors il est déclaré que la nation peut se fixer un certain nombre d'objectifs à atteindre à moyen et long terme, notamment l'amélioration des taux de succès aux examens scolaires dans des proportions significatives entre 70 et 80%. Le but recherché, c'est qu'au moins 70, voire 80% des élèves réussissent à nos examens, du primaire, du moyen, du baccalauréat, etc. On n'a pas encore atteint ce stade-là, sauf au primaire, le niveau de 5e. Assurer une éducation préparatoire pour tous en donnant à tous les enfants, filles et garçons, les moyens d'achever le cycle d'études primaires. Il y a beaucoup d'enfants qui rentrent, première année, deuxième année, troisième année, filles ou garçons. Donc il faudrait que minimum que tous les élèves arrivent en 5e année primaire. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré, on a constaté et c'est prouvé que celui qui n'arrive pas au niveau de la 5e année primaire, voire la 6e année, il retombe dans l'analphabétisme. Donc ça c'est un élément important. Faire accéder à l'enseignement post-fondamental. Alors l'enseignement fondamental et post-fondamental. L'enseignement fondamental comprend le primaire et le moyen. Bekri, c'était les 3 cycles du fondamental. Le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle. Maintenant avec la réforme, il y a l'école primaire avec 5 années et il y a l'enseignement moyen avec 4 années. Les deux cursus forment ce qu'on appelle l'enseignement obligatoire. Autrefois, il y avait l'enseignement secondaire. Et on l'appelle plus secondaire, mais on va l'appeler post-fondamental. Pourquoi post-fondamental? Parce qu'au niveau du secondaire, avant, il y avait l'enseignement technique et l'enseignement général. La réforme, elle a supprimé l'enseignement technique et elle a donné à la formation professionnelle, qui est devenu ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle. Donc le post-fondamental maintenant, c'est l'enseignement général et technologique, plus l'enseignement professionnel qui se trouve dans un autre ministère. Donc 75% des élèves du fondamental devraient réussir pour passer dans le post-fondamental. Et la réforme avait déclaré que 70% des 75% iront faire l'enseignement général et technologique et 30% des 75% devraient aller vers l'enseignement professionnel. On n'a pas réussi encore à enclencher ce système, il y a des conflits encore, c'est pas très clair, etc. Et pourtant la réforme c'était 2003. Assurer une éducation primaire, donc il faudrait vérifier si ces choses-là sont faites ou ne sont pas faites. Assurer une éducation primaire pour tous en donnant à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un cycle, j'espère qu'elle ne va pas se sauver, elle s'est sauvée. Un cycle d'enseignement d'études primaires. Réduire les déperditions au cours de scolarité de manière à faire parvenir d'ici à 2015. Ça c'était en 2003 qu'on avait, en 2008 pardon, c'est la loi de 2008. En 2008, dire qu'en 2015, 90% d'une cohorte de première année primaire doivent arriver en 4e année moyenne. Qu'est-ce que c'est une cohorte? Une cohorte, c'est un groupe d'élèves qui rentrent la même année au niveau de l'école primaire, en première année. Ces élèves, l'année d'après, il y en a qui vont redoubler, qui ont redoublé la première année. Donc, il ne va plus être dans le groupe. Il y en a qui vont abandonner, quand il est redoublé ou quand il est abandonné. La deuxième année, etc. Donc, elle s'effiloche et elle s'éparpille. Donc maintenant, il faudrait trouver un indicateur pour nous permettre de savoir combien qui sont arrivés sans redoublement,
combien qui sont arrivés après avoir doublé une fois ou deux, combien qui sont arrivés après avoir doublé ou triplé 3 fois, peut-être pas dans la même année, mais donc il a doublé en première année, il a doublé en deuxième année, il a doublé en troisième année, etc. Il y a des méthodes pour trouver ces éléments. Donc les acquis scolaires. Les acquis scolaires, ce n'est pas les examens qui peuvent les mesurer. Ce n'est pas les évaluations continues, la composition, le devoir, etc. L'évaluation des acquis, c'est des questions précises, claires, qui doivent évaluer les principales notions et les principales aptitudes qu'un élève doit acquérir au cours d'une année. Il y a les niveaux des acquis des élèves en 4e année moyenne, en 5e année primaire, en 3e année primaire, en 2e année moyenne, etc. etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait avec une épreuve de l'Haka. Il faut des gens qui soient formés sur le plan de la construction d'une question. J'ai fait un livre sur le questionnement en pédagogie, un livre sur la question, je ne sais pas, peut-être vous l'avez lu, etc. Il y a 190 pages pour dire qu'est-ce que c'est qu'une question. Et il faut poser des questions qui ne prêtent à aucun équivoque. La dernière fois quand j'étais ici, je crois, si j'ai dû en parler, قال الامير عبد القادر توفي فيه والمعلم ينتظر التاريخ تاع الوفاه الاخر قال له توفي في سوريا سي كوريكت توفي في النهجر سي كوريكت توفي بعيد على بلاده سي كوريكت donc il faut que la question soit précise pour qu'elle ne prête pas à confusion, etc. Surtout quand on fait la grille de correction, s'il a mis la date, il a 1 point, s'il n'a pas mis la date, il a 0. Alors qu'il a bien répondu. Il va taper à côté. Donc, c'est des choses très, très précises, etc. Il y a ceci, c'était très intéressant parce qu'on ne le faisait pas avant. Dans un monde qui connaît de profondes mutations, une école moderne, résolument tournée vers l'avenir, est une école capable de comparer notre système à d'autres systèmes éducatifs. Avant, قلنا ممنوع باش نقارن المدرسة الجزائرية مع بلدان أخرى. دروك راه مسموح puisque القانون يقول. Maintenant, on veut se comparer à d'autres pays. Mais pour se comparer, il faut être préparé. Quand moi, on m'apporte un test fait en anglais, qu'on a traduit en français, et après qu'on traduit en arabe, pour le faire passer en Algérie, déjà là, le problème de traduction pose d'énormes problèmes, on risque de trouver des confusions énormes. Donc là aussi, c'est un truc compliqué. Et encore, de s'ouvrir à des évaluations internationales comparées pour situer notre pays par rapport aux autres pays. Améliorer sous tous ces aspects la qualité de l'éducation dans un souci d'excellence de façon à obtenir des réseaux d'apprentissage reconnus, quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture, l'écriture, le calcul, etc. Indispensable à la vie courante. C'est-à-dire qu'il faut poser des questions qui ne soient pas des questions scolastiques, mais des questions et qui évaluent les connaissances et les aptitudes pour que l'élève puisse s'adapter à la vie courante de tous les jours dans la société dans laquelle il est. Accélérer le développement d'une éducation de qualité pour tous au service du développement durable et équitable et promouvoir sa compétitivité sur la scène mondiale. Ça, c'était la déclaration d'Alger des ministres de l'Éducation qui s'était réunie en 2005 à Alger. Pour l'alphabétisation, qu'est-ce qu'il est dit? Améliorer de 50% les niveaux d'alphabétisation des adultes, notamment des femmes, d'ici 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable au programme d'éducation et de base et d'éducation permanente. Donc 2015, parce que ça c'était l'année 2006 où le Centre national d'alphabétisation avait fait un programme où il avait prévu que d'ici 2015, il ferait réduire le taux d'analphabétisme de 50%. Et ensuite, réduire de 50% le taux d'analphabète actuellement, c'était en 2006, recensé en Algérie, et sur l'horizon 2012, et parvenir à l'éradication du fléau en 2016. C'est-à-dire, on ne devrait plus trouver d'analphabète, puisqu'on est en 2016. Est-ce que ce qui a été dit a été fait? Il faut le prouver. Et le prouver avec des chiffres, avec des données, etc. On va voir ce qu'on peut faire. L'appui à la scolarité. Alors, bon, là, c'est les problèmes de cantine scolaire, de transport, d'hébergement, de bourse, etc. Donc, je vous fais grâce de ce chapitre. Le genre. La nation peut se fixer un certain nombre d'objectifs à moyen et long terme, notamment la parité de scolarisation des filles et des garçons aux différents niveaux d'enseignement, aussi bien en primaire qu'au moyen et au secondaire, de la première année jusqu'à la 3e AS,
il faudrait que la proportion des filles soit la même que la proportion des garçons. D'une manière générale, qu'est-ce qu'il y a quand il y a les naissances, à peu près c'est 51% de garçons et 49% de filles. Donc je devrais trouver ce chiffre dans toutes les classes, à tous les niveaux, 51% de garçons et 49% de filles. Donc il y a des moyens d'étudier ces aspects. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme en éliminant les disparités en le texte à tous les niveaux d'enseignement. Donc c'est la même répétition, mais c'est un objectif des objectifs du millénaire. Enfin, il y a les dépenses de l'éducation. L'éducation nationale repose sur le secteur public. Maintenant, l'école est gratuite, puisque c'est le secteur public qui paye. Nous ne sommes pas en France, en Europe ou en Angleterre où les élèves payent leur scolarité. C'est gratuit. Est-ce que c'est plus... Non, on ne paye pas les enseignants. On peut l'obliger de payer son cartable, ses affaires, etc. Non, mais l'école gratuite au sens, celui qui apporte l'enseignement, l'infrastructure, les services, etc. sont gratuits. Mais l'État aussi apporte des aides. Certains ne payent pas le livre, certains la cantine. Il y a beaucoup d'éléments, etc. Enfin, les collectivités participent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, la prise en charge de la demande sociale d'éducation nationale, notamment par la réalisation et la maintenance des infrastructures scolaires, le développement des activités culturelles sportives, la contribution à l'action sociale, à l'action sociale scolaire. Les collectivités locales, c'est quoi? C'est la daïra, c'est la commune, c'est la daïra et c'est la wilaya. Une école, un CEM, un lycée n'appartiennent pas au ministère de l'Éducation nationale. La mairie, la propriété de l'école primaire, c'est la mairie. Le propriétaire des collèges, c'est la daïra. En principe, elle est reliée à la wilaya. Le lycée, c'est la wilaya. Donc, ils sont chargés de leur maintenance, de leur peinture, de leur entretien, etc., etc. Des femmes de ménage, etc. Bon, il y a tout ça. L'éducation nationale, en tant qu'investissement productif et stratégique, bénéficie de la première priorité de l'État. C'est-à-dire, il faudrait que le budget d'éducation nationale soit le plus grand. Il est supérieur au ministère de la Défense. Il faudrait le prouver. Puisque la première priorité, la première priorité de l'État. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Ça, c'est des textes officiels, il faut les prouver. D'accord? Donc, on va maintenant passer en revue un petit peu les indicateurs qui vont nous permettre d'obtenir ces aspects. Donc, le premier, c'était l'accès au préscolaire. Donc, on a l'accès au programme d'éveil et d'éducation de la petite enfance. Il y a deux indicateurs. Il y a le taux brut d'inscription des enfants au niveau du préscolaire. Il faudrait qu'on ait des statistiques qui nous permettent de compter tous les élèves qui ont 5 ans, 3 ans, 4 ans, etc., qui sont dans le préscolaire, et même dans la France. Actuellement, ce qu'on connaît d'une manière générale, c'est la quantité d'élèves qui sont scolarisés dans le ministère de l'Éducation nationale. Les autres, il y en a qui envoient des statistiques au ministère, le ministère des fois en tient compte, n'en tient pas compte, on ne connaît pas exactement le nombre. Donc nous sommes à une étape encore de recensement qui n'est pas terminée, qui n'est pas faite et qui est mal encore consolidée. Il faudrait que ce soit consolidé. Ensuite, il y a un deuxième, et c'est important, et puis le préscolaire, la loi dit que le préscolaire n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire on a ouvert des salles de classe. Comment on est arrivé à ouvrir des classes de préscolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Avant, dans le système éducatif, l'enseignement primaire c'était 6 ans. Gallo 5 ans. Quand on a dit 5 ans, il y a toute une année qui a sauté. Tous les enseignants qui enseignaient en 6e année, au chômage, pour ainsi dire. Il y avait des classes vides, puisqu'il y avait des classes vides. Donc on a trouvé le moyen de dire tous les enseignants qui pour ne pas les mettre à la rue, vont prendre en charge des enfants de 5 ans. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un bond de, je crois, 100 000 élèves au préscolaire à 500 000. Donc c'est une flèche qui est montée directement au supérieur.
Donc il faudrait le deuxième pourcentage des nouveaux entrants en première année primaire qui ont fait le préscolaire. Les statistiques actuelles sont aussi en panne parce que, en principe, on devrait interroger quand on recense les élèves, est-ce que toi tu as fait le préscolaire ou tu n'as pas fait le préscolaire? Normalement, ils devraient venir avec un certificat disant j'ai fait le préscolaire. Si les élèves, les nouveaux entrants ont fait le préscolaire, ça facilite l'acquisition des connaissances au niveau du primaire et ça permet d'évoluer. Mieux que ça, il y a un prix Nobel d'économie, puisqu'il s'occupe d'économie, et que les élèves qui font le préscolaire sont moins violents. Comment on appelle ça? Tous les effets négatifs de la société, ça permet d'éviter tous les effets négatifs de la société, tous les maux sociaux, à cause du préscolaire. Donc il encourage le préscolaire. Je n'ai pas le terme exact, mais le préscolaire a un avantage monstre et intéressant. Donc, pour ces indicateurs, il y a deux indicateurs qui nous permettent de savoir si l'Algérie s'occupe de ses petits-enfants, ses tout petits-enfants. Maintenant, l'accès, voilà, j'ai quelques chiffres ici du préscolaire. Alors, dans le pré-primaire, il y avait qui étaient en troisième année, parce que le préscolaire, il y a, je sais pas, il y a des Benjamins, des trucs, il y a 3 niveaux, première année, deuxième année, troisième année. Ceux qui ont 2 ans, ceux qui ont 3 ans, 3 ans. Voilà, dans la petite session, la moyenne session et la grande session. Donc il y a 411 435 élèves dans le préscolaire. Ça c'est mais ils sont pas fiables parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et au primaire, il y a 103 000 élèves qui auraient fait le préscolaire, qui se trouveraient au niveau de la première année primaire, 413 qui auraient fait le primaire, etc. Mais ce sont des chiffres qui ne sont pas fiables parce que le recensement exhaustif n'a pas été fait sur ce plan. Maintenant, on va parler de la scolarisation. Alors, scolarisation, il y a le taux brut d'accès en première année de l'enseignement primaire. On appelle ça comme ça, le taux d'accès, le taux brut d'accès. Il y a le taux net d'accès en première année aussi. Et pourquoi on les fait les deux? Et à quoi ça sert? Le taux de scolarisation par âge. Il y a l'espérance de vie scolaire. Quand il y a des études qui disent l'espérance de vie scolaire dans le pays d'OCDE est de 18 ans, et après en Algérie on va comparer le taux d'espérance de vie scolaire, on trouve que c'est 12 ans, mais il faut savoir ce qu'on évalue. L'espérance de vie scolaire en Europe, il compte du préscolaire jusqu'à l'université. Du primaire jusqu'à le secondaire, ou le truc, c'est pas du tout pareil. Donc, quand on compare, il faut savoir quelle espérance de vie scolaire j'ai et quelle espérance de vie scolaire sont proposées. On ne peut pas se comparer des choses incomparables. Il y a le taux de scolarisation par tranche d'âge spécifique, c'est-à-dire les 6-16 ans. Tout à l'heure, on a parlé de tous les élèves de 6-16 ans doivent être. Ça, c'est la tranche d'âge spécifique. Les élèves du primaire, ils doivent être âgés de 6 à 10 ans. Du moyen de 11 à 15 ans. De 11 à 14 ans. Et du secondaire de 15 à 17 ans, etc. Il y a le taux brut de scolarisation et le taux net de scolarisation. Donc ça, c'est des élèves. Alors, pour une anecdote, la rencontre Wali-gouvernement, c'était en 2006 ou en 2007, je me rappelle, quelque chose comme ça. Le ministre de l'Éducation nationale a été interpellé fortement par le président de la République. Parce qu'un Wali d'une wilaya donnée, je ne vais pas citer le nom, il a dit que le taux de scolarisation dans ce wilaya était de 38%. Branle-bas de combat au ministère, comment vous l'avez calculé, etc. Il a fait le taux de scolarisation du secondaire. Alors qu'il y a le taux de scolarisation du primaire, du moyen. Donc, quand on donne un taux de scolarisation,
il faut toujours déclarer quel taux de scolarisation on a et de quelle partie. Est-ce que c'est pour une année? Est-ce que c'est pour 3 ans? Est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est les 3 cycles? Est-ce que c'est quoi? Donc il y a des choses importantes. Et je vous assure qu'il y a de nombreuses études que j'ai vues, bien comme il faut. Et ensuite, quand on envoie ces dossiers dans un niveau international, l'Algérie sont 32%. Alors voilà qu'est-ce qu'on trouve par exemple pour calculer des taux de scolarisation. Ça, j'ai pris ça sur l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation nationale. قال لك عندكم السنة الأولى ابتدائي، السنة الثانية ابتدائي، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة. Dans ce sens-là. Et on a classé les élèves par âge, c'est-à-dire عندهم هنا المجموع il y a 123 000 منهم البنات 62 000. On fait la différence, on trouve les garçons. Les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, les 11 ans, les 12 ans, les 13 ans, les 14 ans et 15 ans. Il y a même des élèves de 15 ans qui sont en première année primaire. Et quand vous voyez qu'il y a des élèves qui sont âgés de 6 ans ou là pour 15 ans, gardés peut-être sur le même banc de l'école, et même pour l'enseignant, l'hétérogénéité que cela peut provoquer. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise maîtrise des responsables du secteur pour faire évoluer les flux normalement, le plus normalement possible. Ou ça veut dire aussi que l'enseignant, il est incapable d'enseigner, redoubler, tripler, quadrupler, ou alors vous avez encore d'autres situations, quand on est par exemple ou là-bas du côté de Oulet, un enfant qui est un peu handicapé mental ou je sais pas quoi, ou il ne voit pas clair, ou il a des handicaps, il peut pas, donc il double, triple, quadruple. Pour le mettre dans un établissement spécialisé, les parents ne peuvent pas parce que c'est loin, il faut l'amener à Oran, il faut l'amener à Arzeu, il faut l'amener je sais pas où, à Sidi Blackbet, un truc comme ça. Donc il y a des problèmes qui se posent. Donc la prise en charge des fois des enfants handicapés est difficile. Et même je dirais que les UDS, avec les unités de dépistage et de suivi médical des enfants, ils ne jouent pas leur rôle tout à fait comme il faut. Donc vous avez des tableaux comme ça, maintenant c'est à vous à les trier. Alors, ce qui se passe au niveau des annuaires statistiques, c'est que vous avez des statistiques pour le primaire, vous avez des statistiques pour le moyen, vous avez des statistiques dans le secondaire. Mais nous, il faut qu'on ait une image de tout le système. Donc il faut apprendre à raccorder les éléments pour obtenir un tableau de ce genre que j'ai fait pour vous. Alors, on a les effectifs de la population scolarisée, filles et garçons. Total. Mais je peux le faire pour les filles seulement, pour les garçons seulement. Pour comparer entre les filles et les garçons et pour avoir une idée générale de ce qui se passe. Si notre système éducatif était bon, on aurait les 6 ans, ils seraient en première année, les 7 ans, ils seraient en deuxième année, les 8 ans en troisième année, les 9 ans en quatrième année, ainsi de suite, c'est-à-dire la diagonale. Mais nous avons il y a des effectifs en haut et au-dessus. Et même s'il y avait des effectifs, ils devraient être autour de la diagonale et pas répartis sur tout le système. Donc il y a un problème sérieux. Donc on va calculer ce qu'on pourrait appeler le taux net d'accès et le taux brut d'accès à l'école. Qu'est-ce que c'est que le taux net d'accès? Ça concerne les 6 ans uniquement? Attends, oui, c'est-à-dire l'accès à l'école. Oui. Donc c'est le taux l'accès à l'école, c'est les 6 ans. 6 ans. Donc il y a un taux net et un taux brut. Si mon système éducatif vraiment était bien, il faut connaître la population qui est âgée de 6 ans qui habite l'Algérie. Tous les ans. C'est de l'état civil, c'est ça. Pardon? C'est des données issues de l'état civil. Oui. L'état civil, ou là, au niveau de l'ONS. Ils ont c'est ça. Donc, ça c'était en 72-73, c'est un tableau de 1972-73. Donc on avait 741 947 enfants âgés de 6 ans. Ceux qui sont en première année primaire âgés de 6 ans, ils sont 630 000. D'accord? Donc si je calcule mon taux brut,
j'ai les 741 947 divisé par les 638 949, donc j'ai un taux net de 85%. Alors que théoriquement, je devrais avoir 100%. Tous les enfants de 6 ans, ils droit. Les 50, principalement, ils trouvent en première année. Or, nous avons, quand on regarde le tableau, il y a 104 462 élèves âgés de 5 ans qui sont en première année. La loi, elle dit, l'accès à l'école, c'est 6 ans. Et il y a des inspecteurs d'académie, même le ministère, ils délivrent ce qu'on appelle des dérogations d'âge. Comment déroger à une loi avec un petit bout de papier? C'est quelque chose qui ne colle pas. C'est certainement la pression sociale, c'est les trucs, je ne veux pas citer les noms, les députés, les généraux, les walis, les je ne sais pas, etc. Le directeur, on est en Algérie, on est entre nous, d'abord on est algéro-algérien. Voilà. Donc ça fait un déséquilibre. Qu'est-ce que c'est le taux brut d'accès? Le taux brut d'accès, c'est tous les élèves que j'ai mis en bleu ici avec le jaune, qui sont en première année. Comme il y a un texte qui dit le redoublement est interdit en première année primaire. Donc à partir de 72-73, tous ceux qui sont en première année primaire, c'est des nouveaux entrants. Qui veut boulouli 14 455 en 7 ans, ils sont rentrés à l'école. Parce que vous voulez dire, mais c'est louche, parce que parce que je ne sais pas quoi, peut-être qu'il était malade toute l'année, donc il est rentré l'année d'après. Et il y a des enfants de 10 ans. Pour les 15 ans, ça se comprend aussi parce qu'il y a un texte de loi qui, enfin, une circulaire, quand on a pesé la tournée des centres d'alphabétisation, on s'est aperçu que des enfants de 14 ans, 15 ans, 13 ans, ils rament les analphabètes. Donc, on a obligé les écoles à les prendre, ne plus les laisser avec les adultes. Donc, ce qui fait qu'il y a un petit peu cet élément. Mais en principe, ça ne devrait pas exister. Alors, le taux brut d'accès à l'école. Il y a toujours 741 000 âgés. On le compare à la population âgée de 6 ans résidente. Et j'ai combien? 754 159 élèves en première année. On fait le total, on a 101%. Alors un taux brut peut dépasser 100%. Un taux net jamais ne peut dépasser 100%. Le meilleur taux, c'est 100%. Il ne peut pas dépasser les 100%. Donc, ce qui fait un déséquilibre à peu près de 17%, 16,65%. Quand on a un tel déséquilibre, pour moi c'est grave, je suis statisticien en même temps, etc. Le maximum, ça serait une erreur de 5%, une différence de 5%. Déjà au niveau de l'accès à l'école. Donc, pourquoi on calcule? Il y a un bon système, si tout le monde a 6 ans, il rentre à 6 ans, on a un taux net d'accès à l'école de 6 ans. Et le taux brut serait la même chose, 100%. Plus ces taux se rapprochent l'un de l'autre, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on maîtrise l'accès à l'école. On fait des lois, on fait des textes, on refuse des enfants, etc. de 5 ans, de 4 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Voilà. Et quand vous allez dans les autres pays, c'est autour de 99%, 99%. Il n'y a pas de différence. Donc c'est ça, le taux brut et le taux net. Si j'ai un taux net, ça ne veut rien dire du tout. Si j'ai un taux brut, ça ne veut rien dire du tout. Enfin, je ne peux pas le... Mais quand je compare l'un à l'autre, c'est là où ça va me donner la différence et des problèmes de gestion des flux des enfants. Les taux de scolarisation. Alors là, j'ai les élèves de la population, ceux qui sont âgés de 6 ans, bien sûr, voilà, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 21. Et ici, non, c'est pas T1, c'était un 10. Taux net de scolarisation. J'ai 16 élèves. J'ai 16 élèves qui ont 4 ans qui se trouvent. J'ai 16 élèves de 4 ans qui se trouvent en première année primaire.
les statistiques de l'éducation nationale. Je n'ai pas pris ces chiffres-là. Comme m'est arrivé de quoi de dire, non, enfant d'enseignant peut-être. Oui, mais d'enseignant, mais on ne peut pas, ça doit être interdit. Vous privez cet enfant de sa liberté, de son essor, vous le privez de son essor, de son truc, etc. Il a besoin de jouer, un enfant, il a besoin de s'amuser, il a besoin d'être avec des enfants de son âge. Et quand vous avez un enfant de 4 ans avec un enfant de 10 ans, l'écart il est immense pour lui. C'est grand. Alors que dire quand il a 4 ans et quand il a 15 ans? Donc là, il y a aussi un problème de maîtrise. C'est sûr, ou de moudir, ou de etc. Donc on prend le total d'une ligne, 104 000 qui ont 5 ans, on le divise par la population âgée de 5 ans, et on a un taux de scolarisation pour les 5 ans. Donc il y a 13,52% des enfants âgés de 5 ans qui sont dans l'école primaire. Enfin, qui sont à l'école, parce que là on a pris toute la ligne. Donc ensuite on a un taux de 97,29% des enfants âgés de 6 ans. C'est-à-dire il y en a à peu près 3% qui ne sont pas scolarisés. Qui ne sont pas à l'école. Où c'est qu'ils sont? Et ici on a pris que les enfants qui sont à l'école. Il faudrait qu'aussi on ait des statistiques qui vont nous dire ceux qui sont dans les établissements spécialisés, ceux qui sont dans les états, etc., pour compléter le tableau. Or maintenant, les ministères, ils sont cloisonnés. Donc nous, on a, au ministère de l'Éducation nationale, il y a un questionnaire pour les lycéens. Les autres, on ne sait pas s'ils font le questionnaire ou ils ne le font pas, etc., etc. Donc, et en plus, en principe, la ministre de l'Éducation, Mme Rabri, elle est responsable de l'éducation, quel que soit le type de handicap. Donc il faudrait qu'un texte législatif qui oblige tous les établissements spécialisés de donner les statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Tant qu'on n'aura pas ça, on sera toujours inférieur à nos possibilités. Et c'est pour ça que, d'une manière générale, l'Algérie est mal classée dans le classement international de l'éducation. Donc on peut calculer globalement un taux de 63,77% de tous les enfants entre 4 ans et 21 ans qui sont à l'école, etc. Qu'est-ce qu'on a encore à côté? Alors, les non scolarisés, si je fais la différence entre 100% et ça, on a 2,71, 3,80, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Donc à partir de cet âge-là, ici c'est quel âge? En principe, 12 ans. À partir de 12 ans, ça commence à devenir grave. 7% qui sont pas scolarisés. 13 ans, 8%. 14 ans, 12,60%. Et qu'est-ce que ça nous donne en chiffres? Il y a 20 000 enfants de 6 ans qui ne sont pas scolarisés, 26 000, 52 000, etc. pour les âges. Voilà, on a tous ces éléments. Et dans les enfants non scolarisés cumulés, c'est-à-dire, si je paye les 10 ans, etc., il y a 445 253 élèves qui ne sont pas scolarisés entre 6 et 15 ans. Donc, ils ne sont pas dans le système éducatif. Peut-être qu'ils sont dans des établissements spécialisés ou quelque chose, mais même 15 ans, il n'est pas dans la formation professionnelle. Il ne peut pas être dans la formation. Mais on a besoin des statistiques des autres secteurs pour compléter éventuellement ou diminuer ce chiffre. L'espérance de vie scolaire. C'est. Bon, là j'ai rassemblé le primaire, le moyen, j'ai pris les totaux que j'avais tout à l'heure. Le total, on a toujours les mêmes chiffres. Pardon. Donc on a la population, on calcule des taux de scolarisation, ça c'est les effectifs des élèves en 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Donc pour le primaire, j'ai les pourcentages de tout à l'heure, qu'on a transformés en proportion. Alors pourcentage et proportion.
Proportion, c'est ramener à 1, à l'unité. J'ai 200 000 élèves qui se présentent au bac, j'ai 200 000 reçus. 200 000 sur 200 000, ça fait 1. Ça, c'est la proportion. Si je veux connaître le pourcentage, je multiplie par 100. Nisba miyawiya, rodhal al-miya. Donc, ça va me donner 100%. Donc, nous avons le 0% qui reste 0%, le 13,52% arrondi, ça fait 0,14. 97,29, ça fait 0,97. Quand on fait la somme de ces pourcentages, on obtient un chiffre, de ces proportions, on obtient 5,33. Ça veut dire que l'espérance de vie scolaire pour un enfant du primaire, elle est de 5,33 ans. 5 années, un tiers. Ça veut dire qu'il y en a qui redoublent. Donc il y a quelque chose qui se joue. Donc, un enfant qui rentre, il peut passer 5 années, un tiers à l'école primaire. Pour un enfant qui rentre au moyen, il a 4,36 années d'espérance de vie scolaire. Il peut espérer rester à l'école 4 années et demie. C'est des chiffres de données comme ça, c'est-à-dire ça n'existe pas, mais ça nous donne un... Pour l'enseignement secondaire, c'est 2,23 au lieu de 3 ans. C'est-à-dire qu'au niveau du secondaire, je vous dis pas ramener un darbo pour chakra ou chapeau. On peut expliquer ça pourquoi. Si vous voulez vous donner une explication entre parenthèses, pour encourager les enseignants à travailler, etc., le ministre de l'Éducation de l'époque, il avait dit qu'il doit féliciter les établissements et les chefs d'établissement et les directeurs de wilaya qui ont les meilleurs résultats au bac. Moi, chef d'établissement, les premières années secondaires, quel est le donc, vous nous les enseignants, faire des devoirs difficiles, serrer les notes. Redoubler ou la barre. Donc, je fais ce qu'on appelle de l'écrémage. Deuxième AS, la même chose, il faut les je peux avoir, et encore avec tout ça, on n'atteint pas les 70% de réussite au bac. Ça s'appelle de l'écrémage. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants du secondaire, ils sont out. Bon, moi j'explique ça comme ça. Il existe d'autres systèmes de récompense. Au lieu de dire ça, combien tu as en première AS, ou ça tombe le bas. C'est-à-dire suivi de la cohorte qui est arrivée. Ils n'ont pas le taux de réussite aux examens. Si on se compte sur le taux de réussite aux examens, et puis c'est de bonne guerre, c'est-à-dire chacun trouve l'astuce, une stratégie pour être félicité, pour remporter des trophées, etc., etc. Donc, et ici tout à l'heure, comme je vous ai dit, l'espérance de vie scolaire, elle est par cycle. Lorsqu'on fait la somme de l'espérance scolaire, pour le primaire, le moyen et le secondaire, on a 11,93. C'est-à-dire on ne peut pas terminer 12 années scolaires. Pour ceux qui sont en grève. Maintenant, le taux de scolarisation par tranche d'âge. Alors, tout à l'heure, on a parlé du taux de scolarisation par âge. Donc, quand vous parlez d'un taux de scolarisation, il faut savoir si c'est un taux de scolarisation par âge ou bien est-ce que c'est une tranche d'âge. Une tranche d'âge, c'est quoi? Par exemple, je vais prendre des 6-10 ans. Donc, je vais prendre la population des 6-10 ans. Et je vais la diviser par la population du primaire. C'est tout. Donc, si je clique là-dessus, il me dit ça. Voilà. Ça, c'est la somme de tous les chiffres que vous avez dans le cadre là. Le cadre là, pardon. On le voit, là. C'est la somme des enfants entre 6 et 10 ans vivant en Algérie, sur c'est la population qui se trouve la tranche d'âge. Tous les élèves du primaire, du moyen, du secondaire. Donc on a pris même des élèves du moyen qui ont 10 ans et qui se trouvent dans le moyen. Et on fait la division, on a 96,05% des enfants entre 6 et 10 ans qui sont scolarisés. Où sont les 4%? Il faut se soucier de ces 4%, c'est ça le plus important. Quand on a fait des 11-14 ans, c'est le même modèle. C'est de 11 ans à 14 ans. Déjà,
je prends tous les enfants de 11 à 14 ans, même ceux qui sont au primaire, au moyen et au secondaire, et je fais la division, j'ai 91,27%. Où sont les 9%? Les 15-17 ans, là aussi, si je fais la même chose, il y a les 15-17 ans là maintenant, et je vais diviser par la population de 15-17 ans qui est là. Voilà. Et on a 74,95%. Ce n'est pas les taux de scolarisation du primaire, du moyen ou du secondaire, c'est des tranches d'âge. D'accord? Et j'ai la tranche d'âge 6-16 ans, dont on parlait, tous les enfants âgés entre... L'école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Donc si je prends les 6-16 ans, donc on a ce schéma, 16 ans, alors maintenant, de 6 ans jusqu'à 16 ans. Je divise par la population qui a entre 6 et 16 ans. Voilà. Donc voilà. C'est le total qu'il y a ici, entre 6 et 16 ans. Terminant. Et on a 91,46%. Ça veut dire qu'il y a 9%, 8,5% qui nous échappent, qui ne sont pas scolarisés. Donc on n'a pas atteint l'objectif, etc. Pour atteindre l'objectif, il faudrait qu'on ait 98%, au moins. Et on peut calculer des tranches d'âge, 18, 21 ans, 6, 3, je ne sais pas, une tranche qui vous intéresse, vous pouvez la calculer. Et ça, on peut le faire pour la population totale, la population des filles, la population des garçons. Il faut avoir les statistiques des filles, il faut avoir la statistique des garçons, il faut avoir la statistique des... Le taux brut de scolarisation. Le taux brut de scolarisation et le taux net de scolarisation. Le taux brut de scolarisation, alors on a les 6 ans. Voilà. Ça c'est la population 6-10 ans scolarisable pour le primaire. Et tous ceux qui sont au primaire, c'est-à-dire tout ce que j'ai mis au jaune, voilà, tout ça. On fait le total et on fait la division entre ça et ça. Donc on a un taux sur les scolarisés, quel que soit leur âge. Mais je prends la population scolarisable 6-10 ans bac sur tous les scolarisés au primaire. Donc on a 106%. Tout à l'heure on a dit qu'un taux brut peut dépasser 100%. Donc, pour le moyen, on fait la même chose. Si je prends ce chiffre, voilà, si je prends celui-ci, c'est tout ce que j'ai mis en bleu là, dans le cadre, tous ceux qui sont dans le moyen. On fait la division, on a 114,44%. Ça c'est un taux brut. Pour le secondaire, on peut faire la même chose. Tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont en principe âgés entre 15-17 ans. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc on a 74,43%. C'est bien, c'est bon. Maintenant, est-ce que le taux net, il est aussi valable que le taux brut? Donc on va calculer le taux net de scolarisation. Le taux net de scolarisation, maintenant, je prends que les enfants de 6 à 10 ans scolarisable sur les enfants âgés de 6 à 10 ans au primaire. C'est pas le contraire. Non, tout à l'heure je prenais tous les primaires. Donc rien que 6-10 ans qui sont au primaire. Oui, c'est-à-dire les scolarisés du primaire, c'est-à-dire les 6-10 ans, sur les scolarisables 6 à 6 ans. Voilà, 6 à 10 ans. Mais tout à l'heure, si vous regardez bien ici, j'avais pris tous ceux qui sont dans le primaire. 15 ans, 16 ans, 14 ans, 13 ans, 20 ans, la voilà, école, ménage. Mais ici, je ne vais prendre que ceux qui ont entre 6 et 10 ans, qui sont scolarisés. Donc on fait la division du total avec le total, on a 94,4%. La différence entre 94 et 100%, ça vous donne la déviation de votre taux de scolarisation. Alors, pour ne pas contrarier les pays, etc., l'UNESCO a fait ce qu'on appelle le taux ajusté. C'est-à-dire, ils disent, on va considérer 6-10 ans, même dans le moyen ou dans le secondaire. Donc, quand on fait un taux ajusté, on ajoute ceux qui ont 10 ans encore ici, on va les ajouter au total de tout à l'heure. Et on a 96,05%. Ça veut dire que notre système, il est un peu déglingué. Il y en a qui sont dans le secondaire, dans le moyen, voire dans le secondaire peut-être, et il y en a qui ont 5 ans, 4 ans, qui ne sont pas dans les élèves. Pour le moyen,
je vais prendre des scolarisables entre 11 et 14 ans, et je vais diviser par la population qui se trouve dans l'enseignement moyen, ici en bleu. Et je trouve 78,29%. C'est-à-dire ça a commencé très pas. Pour le secondaire, je vais faire la même chose. Là aussi, on peut faire le taux ajusté si je prends maintenant tout ça. C'est-à-dire même ceux qui ont 15 ans, qui sont en première AS, deuxième AS et troisième AS. D'où les petits chiffres que vous avez en bas. Je ne sais pas si ça se voit dans l'écran. Donc on peut faire un taux ajusté. Pour le secondaire, c'est la même chose. On prend que les élèves de ceux qui ont entre 15 et 17 ans, ici, qu'on divise par la population scolarisable 15-17 ans. On a 39,38%. Voilà l'histoire que je vous ai parlé tout à l'heure, vers 30% de scolarisation, vers 35% de scolarisation dans le secondaire, ou le taux de scolarisation. Le taux de scolarisation net du secondaire, il faudrait dire. Ou le taux de scolarisation brut du secondaire. Le taux de scolarisation brut, il faut accompagner votre mot. Il ne faut pas dire taux de scolarisation. Seul. Ça n'a pas de sens. Ça, c'était pour les taux de scolarisation. Maintenant, les taux d'encadrement. Alors, le pourcentage d'enseignants, pardon, ça c'est l'encadrement pédagogique. L'encadrement pédagogique, il y a ce qu'on appelle les pourcentages des enseignants qualifiés, le pourcentage des enseignants certifiés et le pourcentage des enseignants qualifiés et certifiés. Qu'est-ce que c'est un qualifié? Un qualifié, ça veut dire qu'il a le diplôme requis pour enseigner. Aujourd'hui, la loi elle dit pour faire enseignant du primaire, du moyen, du secondaire, la licence. Combien l'Algérie a d'enseignants licenciés du primaire, du moyen, du secondaire? On peut le faire aussi par primaire seul, moyen seul, secondaire seul. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a recruté avant des gens qui avaient le niveau de 3e AS. Dakhlo l'ITE, la pédagogie, mais ils sont toujours dans le pipe. Ils sont toujours dans le circuit. Ils n'ont pas pris encore la retraite. Certains n'ont pas pris encore la retraite. Il y en a d'autres qui sont... etc. Donc, maintenant, le nombre de gens qui ont la licence, combien ils sont au primaire? 20%, 10%, 12%. Les statistiques actuelles du ministère de l'Éducation nationale ne recensent pas ce type d'information. Donc, on est presque dans l'incapacité de connaître le nombre de personnes qualifiées. On peut trouver, il faudrait faire un questionnaire, l'adresser à toutes les académies, tous les établissements, etc. Ça peut se faire. Il peut faire une enquête ou un sondage ou quelque chose comme ça, on peut avoir des informations. Qu'est-ce que c'est l'enseignant certifié? L'enseignant certifié, c'est celui qui a appris le métier d'enseignant. Il a fait l'ITE, il a fait les écoles normales, bien que moi je ne suis pas tout à fait d'accord, les écoles normales ne font pas des enseignants. Elles font tout, peut-être, sauf des enseignants, des gens licenciés. Et moi je me pose même la question, d'ailleurs j'ai écrit des rapports là-dessus, même des études, la dernière étude que j'ai faite sur la formation des enseignants. Pourquoi l'ENS elle forme des licenciés? Normalement elle devait prendre des licenciés et elle leur donne la formation d'enseignant. Une formation d'enseignant, un enseignant, surtout du primaire, il doit connaître la psychologie de l'enfant. Et la psychologie du développement de l'enfant, Piaget, Wallon, etc. Il doit connaître comment évaluer un élève. Et il doit connaître la docimologie, qu'est-ce que c'est que la notation. Vous savez que pour corriger une copie, pour avoir une note vraie d'une copie d'examen, qu'est-ce que c'est une note vraie? Une note vraie, c'est-à-dire, je fais corriger un correcteur, je fais corriger un deuxième correcteur, un troisième correcteur. À chaque fois, je fais la moyenne. Il a donné 10, il a donné 12, ça fait une moyenne de 11. Il y a un écart, c'est important, il y a un point. Voilà, je fais encore corriger la copie à 13, l'autre il a donné 8, l'autre à 7, etc. Jusqu'au moment où, quel que soit le correcteur que j'ajoute, elle ne bouge plus. C'est-à-dire elle reste à 11 de moyenne, 11,5, 11,2, 11,1, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle une limite de confiance statistique. Ça se calcule et on peut le trouver. Ça c'est la note vraie. Pour une copie de mathématiques, tenez-vous bien, il faut 10 correcteurs pour obtenir une note vraie. Alors pour la philosophie? Pour la philosophie, il faut 128 correcteurs. Alors,
Quand on fait corriger les épreuves d'examen au baccalauréat ou BEM, on met un double correcteur, c'est juste pour voir si l'écart. On dit quand il y a des écarts de 2 points, on fait la moyenne et c'est bon. Mais quand il y a plus de 3 points d'écart ou 4 points d'écart, on ajoute un 3e correcteur. Mais c'est pas encore vrai, c'est pas encore véritable, c'est pas encore la norme vraie. Et mieux que ça, il y a des études de docimologie qui a fait scandale, notamment. Quelqu'un a repris 10 ans après des copies de licenciés pour avoir un test médical ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien. Il a fait recorriger les copies 10 ans après par d'autres correcteurs. Parmi ceux qui étaient admis, se sont retrouvés en échec. Et parmi ceux qui étaient en échec, ils se sont trouvés admis. C'est-à-dire pour vous montrer que la notion. Mais tout ça, un enseignant, il doit se rendre compte de la notation et qu'est-ce que ça veut dire la notation. D'abord, un enseignant, il n'est pas d'accord avec lui-même. Tu as une copie Lyon, la même copie tu as l'air à doigt, la note elle change. Dans le marteau, ou je ne sais pas quoi, ou le kazakhan, ou la jaro, arjou, etc. Sa femme lui a fait plaisir, et nous 12, etc. Non, mais c'est vrai, c'est des attitudes, on rigole, mais des fois, c'est les enfants qui payent. Ouais, c'est ça l'histoire. Un enseignant certifié, donc je disais, c'est un enseignant qui a fait des cours de pédagogie, qui a une formation pédagogique. Dans les ITE, ceux qui ont fait les ITE, ils ont fait une bonne formation, on a permis d'avoir quelques résultats. Et là aussi, les données statistiques du ministère de l'Éducation, on ne sait pas qui c'est qui a fait l'ITE, qui c'est qui n'a pas fait l'ITE, etc. Donc il faudrait redévelopper le questionnaire pour prendre ces informations pour pouvoir les juger. Et certifié et qualifié, c'est-à-dire il y en a un qui est licencié et en plus il a fait la machine pédagogique. Pourquoi un enseignant, c'est un professionnel. Prenez par exemple quelqu'un qui connaît tous les bois, le pin, le cèdre, le mina, etc. Il veut être capable de vous parler d'un arbre, etc. Vous lui demandez de faire une table avec. Il ne pourra pas. C'est pas, il connaît le bois, il connaît tout, mais il ne sait pas faire la table. Un enseignant, c'est celui à qui on va apprendre à faire la table. Et comment la construire, etc., etc. Comment réagir vis-à-vis d'un enfant. Nos enfants sont traumatisés. Ils sont traumatisés, quelle que soit l'école que vous prenez, quel que soit le machin, on ne demande même pas, on ne parle pas des histoires d'alboul, de seboul, etc. C'est même nos enfants, je ne sais pas, la histoire. Donc il y a ces aspects-là qu'il faut les prendre en charge. Et ça commence à devenir urgent. Ça commence vraiment à devenir urgent. Alors, maintenant, l'efficacité du processus éducatif. C'est là où c'est intéressant, on va parler de la cohorte et de pas mal de choses. Le pourcentage des diplômes d'un niveau d'enseignement, les taux de promotion par année d'études, taux de redoublement, taux d'abandon, un taux de survie, qu'on appelle aussi taux d'achèvement d'un système. Nombre d'années élèves consommés et coefficient d'efficacité par année d'études. Le taux de réussite au bac. Maintenant, j'ai pris un exemple, c'est la session de 2015. J'ai eu les résultats au niveau des statistiques. Donc, ils sont présentés par wilaya. Les garçons, il y avait 39% d'admis, les filles 42%, la moyenne 41,44. Donc, on a par wilaya, jusqu'à 19 ans, 23, après on a 24 également jusqu'à relisande. Et ensuite, on a le taux de réussite global des garçons, des filles et la moyenne nationale, 51% d'admis. Mais, quand on calcule un taux d'admission au bac ou dans les examens, il ne faut pas se contenter du taux national. Il faut essayer de montrer l'écart qu'il y a entre les wilayas. Donc la wilaya qui a eu le plus d'admis sur le total, elle a atteint 65,75% d'admis au bac. Et la wilaya la plus faible, 33,54%. C'est du simple au double. Ça veut dire que les enseignants ou la distribution des enseignants ne sont pas de la même qualité.
Il faudrait faire une répartition juste des enseignants. Je ne vais pas les meilleurs enseignants, je donne les plus mauvais enseignants. Pour les filles, le meilleur taux de réussite c'était 69,83, le plus faible 34,64, du simple au double. Pour les garçons, 58, et 30 et 30, 60, c'est ça, c'est 50, du simple au double. Donc il ne faut pas se contenter de donner un taux de réussite de la 6e ou du BE1 ou là, il faut essayer de les taux le plus. Et même ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir l'établissement le plus faible et l'établissement le plus fort. Alors, la promotion des élèves. La promotion des élèves, c'est quoi? C'est celui qui passe l'année d'après. Il est dans une année, il passe dans l'année. Et ça, c'est des statistiques que j'ai prises de l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on a 100,01% d'admis. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas avoir plus d'admis que j'ai dans la classe. Vous l'avez là? Je dois avoir 100% maximum. J'ai 30 élèves dans la classe. Faites tout, c'est pas possible. Donc si j'ai 100, quelque chose de %, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, même quand vous prenez des données, des annuaires statistiques, regardez les chiffres, il faut vous méfier. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Je les ai mis en blanc d'ailleurs, 100,75%, 108,49%, 100,39%. Et à ça, en principe, les taux de promotion, redoublement et abandon, ils vont ensemble. Il faut que le taux de redoublement, plus le taux d'abandon, plus le taux de promotion, ils disent 100%. Je ne peux pas avoir 100% d'admis, 20% de redoublant et 5% d'abandon. Ça, c'est impossible. كما نقولوا عنده 30 فاتوا 30 3 دوبلاو وزوج خرجوا. C'est impossible. Puisque 30 فاتوا, il ne peut pas واحد يدوبلي ولا يخرج. Il y a des choses qui manquent. Donc là aussi, donc la mutawasita, etc., ça c'est pris dans les annuaires du ministère de l'Éducation. On a la quantité des filles, des garçons, le total, etc. Donc, j'attire votre attention, même quand vous prenez même des documents officiels, regardez la pertinence des chiffres. Il faut être capable de sentir des données. Pour le redoublement. Alors, la première année, le redoublement est interdit. Donc, c'est où? Donc, on a les taux de redoublement qui sont présentés dans les annuaires statistiques. Et mieux que ça, si on a encore le taux d'abondant, lorsque je vais prendre une année à 0,70%, plus 0%, plus 101%, ça fait 107%. C'est pas possible. Parce que les trois ils devraient faire 100%. Ils ne peuvent pas faire 100%. Alors, promotion, redoublement, abandon. Comment on calcule d'une manière générale la promotion, le redoublement et l'abandon? Vous prenez par exemple l'année X-1, c'est-à-dire en 2016, je prends l'année de 2015. Je prends les effectifs des élèves de première AP, deuxième AP, première AP. Je n'ai pas pris beaucoup de chiffres. Vous prenez l'année actuelle, l'année X. Vous avez les nombres. Et vous avez le redoublant de l'année X. Si j'enlève le redoublant à cela, on va dire ce qui était passé officiellement. Si je divise ça par l'effectif qu'il y avait l'année d'avant, je vais obtenir le taux de promotion. Donc voilà, ici on a donc c'est l'entrée. Donc j'ai eu 99,9% des élèves qui sont passés de la première année en deuxième année. Et le redoublement, comme il y a 0, donc 0 divisé par ça, ça me donne 0. 0 divisé par. Et l'abondant, donc c'est la différence, 100% moins 99,9 plus 0%, c'est 0,1%. C'est-à-dire déjà en première année, il y a un élève qui abandonne. Enfin, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de circonstances, un accident, etc. Donc on peut avoir ça sur toute la ligne. Donc on a les taux d'abandon. Alors moi ce qui me plaît bien des fois c'est au ministère, par exemple les abandons,
ils font la somme des abandons, ils divisent par le nombre d'années. Ils vont vous dire, voilà, la moyenne de l'abandon, c'est voilà, le total c'est 6,2, 6,2 divisé par 5, j'ai 1% d'abandon. Mais celui qui a abandonné, il a abandonné. J'ai 6,2% d'abandon, j'ai pas 1,1%. Ça aussi, il faut faire attention, quand vous lisez les données sur les abandons particuliers, c'est pas une moyenne des abandons. Je peux calculer une moyenne de promotion, même ça se fait pas, mais même une moyenne de redoublant, mais pour l'abandon, il n'y a pas de moyenne d'abandon, c'est des abandons là. Voilà. Alors, maintenant, c'est là où on va expliquer un peu la cohorte. Comment faire pour savoir si 90% des élèves qui sont rentrés en première année arrivent en quatrième année moyenne. Donc, je connais le taux de promotion de la première année. Je connais la promotion de la deuxième année, je connais le taux de promotion de la troisième année, je connais le taux de promotion de la quatrième année, je connais le taux de promotion de la cinquième année, pour la sixième année. Je connais le taux de redoublement, je connais le taux d'abandon, je connais le taux le taux de redoublement de deuxième année, de redoublement, etc., etc. Je connais les taux d'abandon de chacune des années. Donc, on met 1000, c'est-à-dire maintenant on va ramener ça à 1000. Si 1000 élèves rentrent en première année, je vais appliquer le taux de promotion de 99,99% sur cette première année ici. Donc il va me dire, ça fait 999 qui vont passer en deuxième année. D'accord? Sur 1000, j'ai 99,9%. Ça fait 999 pour 1000. Je multiplie par 99, ça va me donner 999 sans passer. Je prends le redoublement. Regardez, 0 redouble. Donc j'ai 0 redoublement. J'applique le pourcentage sur toute la colonne. Regarde, il y a 0,1% qui a abandonné. 1000, voilà, les abandons, je les ai mis en rouge. Donc il y a l'abandon, il y a le redoublement et il y a la promotion. Là, en deuxième année, j'aurai 999 élèves. Il y a 88,81% de ces élèves qui vont passer en troisième année. Donc ça me donne 999 multiplié par 88,1%, j'ai 880 élèves qui sont en troisième année. J'ai 11% de redoublement. 11% de redoublement, 999 ça fait 1000, multiplié par 11%, j'ai 110 qui redoublent. 110 redoublent. D'accord? Et pour la troisième année, maintenant c'est 880 multiplié par 90% de tehom qui vont passer. Donc j'en ai combien? Il va y avoir 793. Et ainsi de suite. Et j'applique sur chacun le taux de redoublement, le taux de croissance pour chacune des années. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On se dit, si les taux de redoublement, si les taux de promotion, si les taux d'abandon restent les mêmes, comment ça va se passer pour la cohorte? كيفاش هذا اللي دخلوا مع بعض كيفاش غادي يتوزعوا يتفرقوا كما نقولوا كل واحد وين يتشتت. Exactement. Ça s'appelle une chaîne de Markov en termes statistiques. La chaîne de Markov, elle permet de développer tout ça. Qu'est-ce qu'on a quand on a ça? On a tous ceux-là qui sont en vert, que j'ai mis en vert. 999, 880, ce sont ceux qui sont passés sans jamais redoubler. Ils sont passés sans jamais redoubler. C'est-à-dire sur 1000 élèves qui démarrent en première année primaire, 643 ils vont arriver en première année à M sans avoir redoublé. Ceux qui ont redoublé une fois, c'est ceux qui sont dans la deuxième colonne en jaune. Il y en a, ils n'ont pas redoublé parce qu'on avait interdit de redoubler. Il y en a, il y a 110, il y en a, il y a 182, il y en a, il y a 244, il y en a, il y a 246. Il y a 300, première AM, finalement, il y a 300 qui arrivent après avoir redoublé au moins une fois dans le circuit. Donc, soit en première année, soit en deuxième année, soit en troisième année, soit en quatrième. Ceux qui ont redoublé 3 fois, il y en a 85. Ceux qui ont redoublé 4 fois, il y en a 19. Ceux qui ont redoublé 5 fois, il y en a 4, 1, etc. C'est-à-dire on peut faire ça indéfiniment. Et on peut faire ce schéma jusqu'au baccalauréat. D'accord? Donc ça, c'est ça qui me permet de distinguer la cohorte qui se développe.
Et c'est pour ça qu'on dit maintenant, ça c'est la déperdition scolaire. La déperdition scolaire, ce n'est pas uniquement l'abandon. La déperdition scolaire, c'est le redoublement. واحد qui double, une partie d'une année. Celui qui a doublé 2 fois, j'ai dépensé 2 années. C'est un nombre d'années élèves dépensés pour faire parvenir un élève jusqu'à une année donnée. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais 1000 élèves. Il y en a 1000 qui sont passés, donc ça me fait une année scolaire dépensée en première année primaire. J'avais 999 élèves qui étaient passés la première fois. Mais si j'ajoute les redoublants qui ont doublé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai 1123 années que j'ai dépensées. Donc, la moyenne, je dépense 1,12 années pour une année. Et ainsi de suite. Donc, en 3e année, si je vais dépenser 1,24 années, 1,38 années, 1,45 années, et le total, je vais dépenser 7,84 années pour faire parvenir un élève en première année moyenne, au lieu de 5 années. Ça coûte. Ça veut dire aussi, lorsqu'on fait les... En termes de coût... ça s'appelle un coût non monétaire d'année élève. Les coûts non, c'est pas le cas. Coûts non monétaires, ça s'appelle des coûts non monétaires en termes d'année élève. Ça veut dire que je vais dépenser 2,48 fois plus qu'il ne faut pour faire parvenir un élève de la première année primaire à la première année moyenne. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais la double course, j'aurais dépensé pour 2 écoles au lieu d'une école. Ça, c'est le système. Maintenant, l'évaluation des acquis. L'évaluation des acquis, c'est le pourcentage des élèves ayant atteint au moins la 4e année scolaire primaire, maîtrisant un ensemble de compétences de base définies à l'échelle nationale. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'évaluer les acquis avant la 4e année, primaire. Je peux la faire en 4e, en 5e année, en première année moyenne, parce que les enfants ne sont pas encore aptes, parce que c'est des questions choix multiples, c'est des questions trucs, etc. Ils n'ont pas la manipulation encore pour jouer sur ces aspects. À partir de la 4e année, on peut faire de l'évaluation des acquis. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'UNESCO, c'est les institutions internationales, etc. Et on doit évaluer que les fondamentaux. Les principales compétences, les principales connaissances, etc. Bon, dans les années 70, j'ai piloté avec un autre collègue, Zemouri Mahloub, je ne sais pas si vous connaissez, on avait fait des évaluations des acquis. L'Algérie était en avance sur l'Europe pour l'évaluation des acquis dans les années 70. Je ne vous le cache pas, c'était... En 2016 En 2016 Interdit. C'est-à-dire, pourquoi ça c'est pas que c'est interdit. Qu'est-ce que je voulais dire? On avait fait une étude et une évaluation des acquis parce qu'il y avait la réforme de 76. Donc, comment, etc., qui c'est-à-dire c'était tout rouge. Aucune notion n'était acquise, aucun machin n'était acquis, etc. Pour la 6e, hein, et la 4e année moyenne. C'était même pas la 5e ou la 4e. La 6e et la 4e. Il y en a fait dans les principales écoles, en arabe, en mathématiques, en sciences naturelles. Je me rappelle qu'il y avait 3 ou 4 trucs. Donc, Kishapo, Blid al Hamra, ils ont dissous le bureau dans lequel on était. Maintenant, il y a eu des évaluations, mais des fois, c'était la participation des évaluations internationales, spécialistes, des gens qui savent poser une question en sciences naturelles. On ne doit pas, pour les élèves de 4e année primaire et de 4e année ou de 2e année moyenne, etc., etc. Donc, on participe à des évaluations. Mais l'Algérie a besoin d'une équipe d'évaluation des acquis en Algérie. Et elle trouverait bien sa place au niveau de l'INRE, maintenant qui est devenu EPST, ça serait une très bonne chose. L'alphabétisation. Alors, il y a deux taux d'alphabétisation. Il y a le taux de 15-24 ans.
Ce que vous retrouverez peut-être encore en Algérie, qui ne se sont pas mis au diapason des normes internationales, ils vous donnent les 10 ans et plus. Alors que c'est un vieux indicateur pour calculer l'alphabétisation. Et vous avez le taux d'alphabétisme, la tranche 15 et en plus. Pourquoi 15-24 ans? Parce que c'est une tranche d'âge qui nous permet de savoir ceux qui ont été à l'école et qui ne sont pas. C'est bien précis. 15 ans, jusqu'à 24 ans, ça veut dire que ma tranche MC, d'accord. Vous voulez rentrer jusqu'en 4e année primaire ou 5e année primaire, il est retombé dans l'alphabétisme, etc. Donc, et la tranche 15 ans et plus, pour savoir les vieux qui étaient analphabètes, etc. qui étaient là. On a quelques données pour les 15-24 ans. Ça, c'était le RGPH. Pardon. Voilà. Alors, la population analphabète âgée de 15-24 ans, le RGPH de 2008, le recensement général de la population et de l'habitat. Total 6,19% d'analphabètes. 4,21% chez les hommes et 8,22% chez les femmes. C'est-à-dire les femmes sont 2 fois plus analphabètes que les hommes. En 1,91 fois, si on... Donc tout à l'heure aussi, pour j'étais à la cohorte, on l'a retrouvé tout à l'heure. Alors le genre, il y a deux indicateurs. Il y a la parité, l'indice de parité entre sexes et le nombre de filles pour 100 garçons. La parité, bien souvent, les gens ils divisent le nombre de filles par le nombre de garçons et disent que c'est la parité. C'est pas ça la parité. Et là, ils vous disent, ils font des divisions, etc. Donc on va vous expliquer un peu ça. La parité, c'est quoi? J'ai pris, ça c'est la parité, le premier c'est la parité, le deuxième c'est le nombre de filles pour 100 garçons. J'ai pris les candidats au baccalauréat. J'ai pris les statistiques officielles. Il y avait 326 000 candidats filles, 217 000 candidats garçons. Les admis, 218 000 filles, taux de réussite 67%, 0,67 ou 67%. Les admis garçons, 113 000, 0,52%. La parité, il s'agit de diviser le taux de réussite des filles par le taux de réussite des garçons. On ne divise pas le nombre d'admis des filles par le nombre d'admis des garçons. C'est des choses tout à fait différentes. Et dès que ça devient le nombre de filles pour 100 garçons, ou le nombre de filles pour un garçon, ça marche. Si on s'intéresse au nombre de filles pour 100 garçons, les candidats, je vais diviser le nombre de filles par le nombre de garçons, et je vais multiplier par 100, pour ramener à 100. Donc, les candidats, il y avait 150 filles pour 100 garçons. Dans le secondaire, il y a 150 filles pour 100 garçons. Quand on a 150 بنت يقابلهم 100 ولد. Pour les admis, j'ai 218 000, c'est le même chiffre, hein, divisé, donc j'ai 193 filles pour 100 garçons. Les filles réussissent mieux, c'est-à-dire 200%, pratiquement 200%. Quand un garçon réussit, c'est 2 filles qui réussissent. Donc là aussi, il ne faut pas confondre l'indice de parité et le nombre de filles pour 100 garçons, ou le nombre de femmes pour 100 garçons. C'est-à-dire, je compare les deux éléments. Les dépenses de l'éducation, il y a 3 indicateurs. D'abord, il faut connaître les dépenses publiques totales pour l'éducation en pourcentage des dépenses totales du gouvernement. Pour ça, vous devez avoir la loi de finances. Vous avez elles sont dans le journal officiel en chaque début d'année, etc. Vous avez les dépenses publiques totales pour l'éducation en pourcentage du produit intérieur brut
C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai divisé la dépense d'éducation par rapport aux dépenses du gouvernement. Maintenant, c'est les dépenses de l'éducation par rapport au produit intérieur brut. Et par élève en pourcentage du PIB par habitant. Le PIB par habitant, ça existe. Vous trouvez à l'ONS, au niveau de la Banque mondiale, etc. etc. Et par élève, c'est-à-dire qu'il faut connaître le coût d'un élève, du primaire, du moyen, du secondaire, etc. On divise le budget de l'éducation nationale par le nombre d'élèves, ce qui est faux d'ailleurs. Il faudrait prendre autre chose, etc. Et ensuite, on a la rémunération des personnels en pourcentage des dépenses publiques de fonctionnement de l'éducation. Tout à l'heure, on avait dit qu'il faudrait que le ministère de l'Éducation ait le plus fort budget et qu'au moins 20% du budget soit alloué à l'éducation. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation Wahdouk? Ou est-ce que c'est le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la formation professionnelle? Les trois. Et encore, il faudrait ajouter le ministère de la Famille qui s'occupe des handicapés. Et encore, il faudrait ajouter le ministère de la Justice qui, vous savez, il y a des élèves prisonniers, etc. Ils leur donnent des cours et tout et tout. Donc tout ça. Donc il faudrait collecter cette information. Deuxièmement, quand on dit dépenses, ça veut dire ce qu'on a dépensé. Or, la loi des finances, c'est, comment on appelle ça? C'est subvention. Donc, actuellement, au ministère de l'Éducation, on ne connaît pas les dépenses. On connaît ce qu'on reçoit, on distribue des enveloppes. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le compte de fin d'année fait par les établissements, etc. L'important de le nom. C'est ça qu'il faudrait prendre, parce qu'il y a de l'argent qui retourne au trésor. Donc, quand vous allez comparer les dépenses de l'éducation en utilisant les allocations, ce ne seront pas les mêmes comparaisons avec les autres qui ont utilisé les dépenses réelles de l'éducation. Il faudrait qu'on ait un système. J'ai proposé plusieurs fois qu'on mette au ministère de l'Éducation nationale ce qu'on appelle une sous-direction de dépenses, qui analyse les comptes financiers. Voilà, les comptes financiers des établissements, de tout ça, on ramasse chaque qui a dépensé, parce que tout l'argent qui reste, il retourne au trésor. Donc on a répondu. Et les rémunérations des personnels en pourcentage des dépenses publiques. Pour vous raconter aussi une anecdote, les années 98-99, on n'était même pas capable de payer les missions du ministre. C'est-à-dire 99% du budget, c'était pour les dépenses des personnels. C'était l'année où, comme ça, il y avait un truc, etc. On n'arrive même pas à payer un billet d'avion pour aller à Washington ou pour aller à Paris ou l'extérieur. C'était très, très difficile. Un bon pourcentage, il tourne autour de 80-85%. 80-85% du budget d'éducation au personnel, c'est un bon budget. Il vous reste entre 15 et 20% pour les dépenses autres, de réception, de je sais pas quoi, de voyage, de mission, de trucs, etc. Donc j'ai pris le journal officiel de la loi de finances. On a tous les ministères, ils sont classés, ça c'est en dinars. Donc le ministère de la Défense nationale, il a 955 milliards 926 millions de dinars, c'est-à-dire 1000 milliards de dinars. Et nous avons à côté le ministère de l'Éducation nationale, il avait 697 milliards de dinars. Le ministère de l'Enseignement supérieur, 270 milliards de dinars. La formation professionnelle, grosso modo, 50 milliards de dinars. Je les ai mis en couleur, etc. Si on fait la somme de ces éléments, on a 1000 milliards de dinars, plus que 1000 milliards de dinars pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel. L'éducation nationale, elle prend 14,70% du budget global des ministères, l'enseignement supérieur 5,74% et la formation professionnelle c'est 1,05%. Si on fait la somme ça fait 22 ou 23. 14, 5, 19, 20, 21, 22, 23%. Alors que le ministère de la Défense il a 20,28%. Donc on est dans les normes de fonctionnement. Voilà.
28. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'indice de développement de l'éducation? C'est avec cet indice que l'UNESCO, la Banque mondiale, l'UNICEF, le PNUAP et tout ça, ils classent les pays. Et ça se joue au millième de points. C'est pas quelque chose comme ça. Donc on prend un quart du taux net de scolarisation ajusté au primaire. Tout à l'heure on a parlé du taux net ajusté. C'est-à-dire s'il est à 98%, elle s'appelle le quart de 98%. On prend le quart du taux d'analphabétisme des adultes de 15 ans et plus. On prend le quart du taux de survie en 5e année primaire. Tout à l'heure on avait parlé de taux d'achèvement, le truc. On avait vu que certains n'arrivent pas au primaire. Si je retourne, on va retourner. Scolarisation, exemple, effectif, terrain, taux de scolarisation, pédagogie. Voilà, la cohorte. Sur 1000 élèves, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait combien tout ça? 1007. Non, c'est pas le bon calcul. Il faudrait qu'on trouve un nombre. Non, c'était pas sûr. C'est plus. Voilà. Donc je vais revenir ici. C'est ici. C'est des flèches avec plus ceux qui sont passés. 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 Plus. Voilà. J'ai 959, 95,9% qui arrivent en 5e AP. C'est-à-dire le taux d'achèvement, il est de 96%. Donc on va prendre le quart de ce taux d'achèvement. Voilà. Le taux de survie en 5e année, il est 96%. Et un quart de l'indice d'égalité des genres représentant la moyenne, alors c'est une moyenne encore pour calculer, de l'IPS, c'est-à-dire l'indice de parité entre sexes, de quoi? Du taux. Bon. Du taux de scolarisation dans l'enseignement primaire et moyen, ainsi que du taux d'analphabétisme 15 ans et plus. Et vous faites la somme, vous avez ce qu'on pourra trouver, l'indice de développement de l'éducation. Ça, par exemple, cet indice, on peut le faire si on fait un traitement par wilaya. La wilaya d'Oran, la wilaya d'Alger, les 48 wilayas. Ensuite, je calcule l'indice de développement de l'éducation de chaque wilaya et je vois la wilaya la plus faible et la wilaya la plus élevée, et ça me permet d'obtenir quelque chose. Mais les faits utiles en plus pour calculer l'indice de développement humain. Voilà, non, mais c'est linéaire. C'est autre chose avec l'espérance de vie, il y en a trois. Il y a encore d'autres indicateurs. Alors, ça c'est les taux de promotion entre filles et garçons pour l'année 2012-2013, pardon. Donc voilà, les filles ont des promotions plus élevées que les garçons, de manière générale. Ça c'est les taux de redoublement. Alors on s'aperçoit que les taux de redoublement les plus élevés, c'est en première année moyenne. 37,2% chez les garçons. Oui, ils redoublent plus partout. Et Zora. Et 37,2%, ça c'est à l'échelle nationale. Pour avoir 37,2%, ça veut dire qu'il y a des wilayas qui sont à 50% de redoublement.
Et d'autres wilayas qui sont à 20 ou 22% de redoublement pour avoir une moyenne de 37. Quand une wilaya a 50% de redoublement, à quoi servent les enseignants? Quel est leur rôle? Et le ministère ne réagit pas. Le directeur d'éducation ne réagit pas. Si c'est 1 ou 2% ou 3%, ça, 5% même, 6%, ainsi de suite. Mais 37%, 40%, 50%, voilà, c'est pas normal. Les taux d'abandon, alors 5e AP, voilà, 3% de filles, 3% de garçons. En 2e AM, voilà, si je vous ai parlé de l'histoire de tout à l'heure, les chefs d'établissement, ils commencent à écrimer. La Maradéchine Jahli, Tardo, la Maradéchine, de Bois, Barra, voilà. Alors, le taux de survie par sexe et par année d'études. J'ai mis ici le taux de 90% demandé. Il devrait être à ce niveau-là. Or, première AS pour les garçons, le taux de survie il est de 60%. Chez les filles, il est de 66%. On atteint 90% à peine en 2e année. Pour les filles. Pour les garçons, il faut descendre en 5e AP. Et ça, c'est en 2012-2013, c'est-à-dire 14-15, ça y est, ils ne pourront jamais redresser la barre. Donc, les promesses qui ont été faites, les objectifs ne seront pas atteints. Et vous voyez, le taux à partir de la 3e AM, les filles dominent tout à fait les garçons. Les taux de survie, alors, sans redoublement, sans avoir jamais redoublé. Vous voyez comment ça chute, ça descend. Les filles restent supérieures toujours aux garçons dans la chute. Alors ici, j'ai fait un petit tableau. Survie sans redoublement, survie avec un redoublement, avec 2 redoublements, avec 3 redoublements. Alors nous avons par exemple ici, le taux de survie sans redoublement en 5e année primaire, c'est 68,30%. Le taux de total taux de survie total avec redoublement, c'est 25%. Donc on a 93,40% des élèves qui arrivent en 5e AP, en 2012-2013. C'est-à-dire qu'il y a 6,60% d'élèves qui peuvent retomber dans l'analphabétisme. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a fait les 15-24 ans, on avait trouvé de l'ordre de 6,2%. Tant qu'on ne corrige pas ça, il y aura toujours 6,2% d'analphabètes dans la classe. Et le taux en 4e année moyenne, seulement 26% ils arrivent sans redoubler, 50,40% ils arrivent après avoir redoublé, le double après avoir redoublé, et il y a 76% qui arriveront en 4e année moyenne, et 23,70% qui auront quitté l'école avant la 4e année moyenne. Alors les abandons cumulés, si on fait les abandons cumulés, comme je vous disais tout à l'heure, on ne fait pas de moyenne, mais on fait les abandons cumulés. En première AS, il y a 35,9% des enfants qui auront abandonné chez les garçons et 34% chez les filles. Ça, c'est ce qui était attendu en termes d'années élèves. On dépense une année en première AP, 2,21 AE pour arriver en 2e AP, 3,30 en 3e AE, 460. Il nous faut 24,91 ans pour arriver en première AS. Pour les garçons. Pour les filles, 16 ans, 17 ans. Voilà, au lieu de 10 ans. Alors en noir, c'est ce qui est attendu normalement, et en rouge, c'est ce qui dépasse partout. Le coefficient d'efficacité, bon, c'est pas la peine, on n'a pas parlé. Voilà, j'ai terminé mon exposé.